Un pays retient son souffle. Depuis plus de 6 mois, des millions de Camerounais attendent. Ils attendent une liste. Une simple liste de noms. Celle du premier gouvernement du septennat dit de la grandeur et de l'espérance. Mais cette liste ne vient pas. Et ce silence, mes amis, ce silence assourdissant depuis les hauteurs d'Etoudi, n'est pas ordinaire. Ce silence parle. Il hurle, même. Il raconte une histoire que personne n'ose raconter à voix haute. Alors aujourd'hui, nous allons la raconter. Parce que derrière l'absence d'un gouvernement, il y aurait, selon plusieurs sources concordantes, une guerre. Une guerre froide, feutrée, invisible pour le commun des mortels, mais d'une violence politique redoutable. Une guerre de palais. Une guerre des héritiers. Une guerre pour le trône. Restez avec nous jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre va changer la façon dont vous regardez la politique camerounaise. Partie 1. Contexte et faits, le gouvernement fantôme. Commençons par poser les faits. Rien que les faits. Le 4 janvier 2019. Voilà la date du dernier gouvernement formé par Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu. 2019, il y a plus de 6 ans. Depuis lors, le Cameroun fonctionne avec une équipe gouvernementale qui, pour beaucoup d'observateurs, relève davantage du musée politique que de l'exécutif opérationnel. Pensez-y une seconde. En 6 ans, le monde a traversé une pandémie mondiale, des crises économiques majeures, des révolutions technologiques sans précédent. En 6 ans, des pays ont changé de gouvernement 3, 4, 5 fois. En 6 ans, le Cameroun, lui, a gardé la même équipe. Ou presque. Parce que dans cet intervalle, la mort et la démission ont fait leur travail. Une demi-douzaine de membres du gouvernement ont disparu. Certains emportés par la maladie, d'autres par les circonstances. 2 alliés politiques de poids ont claqué la porte. Et pourtant, et c'est là où l'histoire devient véritablement fascinante, les choses sont restées statiques. Figées. Comme dans une photographie jaunie. Mais ce n'est pas tout. Le 12 octobre dernier, le Cameroun organise une élection présidentielle. Paul Biya est réélu. Un nouveau septennat s'ouvre. Les observateurs politiques, les militants, les citoyens ordinaires, tout le monde retient son souffle dans l'attente d'une dynamique nouvelle. L'espoir d'un renouveau. L'espoir d'un gouvernement à la hauteur des enjeux du pays. Cet espoir sera rapidement douché. Car voilà que les mois passent. Janvier. Février. Mars. Puis avril, mai, avec la célébration de la 54e fête de l'unité nationale. Chaque rendez-vous politique devient l'occasion d'une nouvelle spéculation. Chaque discours officiel est scruté à la loupe pour y déceler le moindre indice d'une nomination imminente. La fête de l'unité nationale, justement, a charrié des espoirs immenses. Des sources proches du pouvoir, comme on dit pudiquement dans les cercles de la presse nationale, avaient laissé entendre qu'un remaniement était imminent. L'atmosphère était électrique. Les téléphones chauffaient. Les SMS circulaient. Et puis rien. Silence radio. Rideau. Ce n'était pas la première fausse alerte. Selon plusieurs sources journalistiques, un remaniement ministériel avait déjà été annoncé, et c'est là le détail qui tue, de la bouche la plus autorisée qui soit. De la bouche même de ceux qui sont censés savoir. Et pourtant, par 2 fois, cette annonce n'a débouché sur rien. Alors forcément, la question que tout le monde se pose à voix basse dans les corridors d'Etoudi, plus fort dans les maquis de Yaoundé et Douala, c'est « qu'est-ce qui bloque ?» Partie 2. Le conflit, la guerre invisible du palais. Pour comprendre ce qui bloque, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel cette attente se déroule. Paul Biya a procédé, depuis sa réélection, à une réforme constitutionnelle majeure. Une réforme qui a introduit dans la loi fondamentale camerounaise un poste inédit, celui de vice-président. Ce poste, sur le papier, est une modernisation institutionnelle. Une mise à jour de l'architecture politique du pays. Une réponse, aussi, aux inquiétudes sur la succession et la stabilité politique à long terme. Mais voilà. Sur le papier seulement. Parce qu'en pratique, selon plusieurs analystes politiques camerounais, ce poste de vice-président est aujourd'hui devenu l'épicentre de toutes les tensions. Le point de cristallisation de toutes les rivalités. L'os autour duquel se battent des chiens qui, hier encore, mangeaient dans la même gamelle. Ce poste n'a pas encore été pourvu. Et c'est précisément cette vacance qui alimente, selon certaines sources,
une guerre de positionnement d'une intensité rare dans l'histoire politique récente du Cameroun. Mais ce n'est pas tout. Car il faut aller plus loin. Il faut regarder ce que certains observateurs appellent, avec une délicatesse toute camerounaise, la guerre des sous-chefs. Imaginez un échiquier. Sur cet échiquier, plusieurs groupes se font face. D'un côté, ceux qui veulent préserver le statu quo. Des hommes et des femmes qui ont construit leur influence, leur fortune, leur réseau dans l'ombre de l'ancien système. Pour eux, un remaniement n'est pas une opportunité. C'est un danger existentiel. Parce qu'un nouveau gouvernement pourrait signifier leur éviction. La fin de leurs privilèges. La fin de l'accès aux ressources de l'État. De l'autre côté, ceux qui poussent pour le renouveau. Des acteurs politiques qui ont misé sur la continuité du régime tout en espérant une redistribution des cartes en leur faveur. Ceux qui ont fait campagne, mobilisé, fatigué leurs souliers sur le terrain pendant la présidentielle, et qui attendent maintenant leur récompense. Et entre ces deux camps, un troisième groupe. Peut-être le plus puissant de tous. Peut-être le plus discret aussi. Celui que certaines sources désignent sobrement comme le cercle intime. Le cercle proche du chef de l'État. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que selon plusieurs rumeurs qui circulent avec une remarquable consistance dans les milieux politiques camerounais, et nous insistons sur le mot rumeur, car il n'existe pas à ce jour de confirmation officielle, la liste du premier gouvernement de ce septennat aurait été bloquée. Non pas par une considération politique classique. Non pas par un calcul géopolitique régional ou ethnique, comme c'est souvent le cas dans la composition des gouvernements africains. Non. Elle aurait été bloquée par le cercle intime lui-même. Mais ce n'est pas tout. Et ce qui suit est peut-être la partie la plus stupéfiante de cette histoire. Partie 3, révélation et décryptage, qui gouverne vraiment? Posons la question directement. Sans détour. Sans faux semblant. Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Ce n'est pas une question provocatrice. Ce n'est pas une question irrévérencieuse. C'est une question que des citoyens, des universitaires, des diplomates étrangers en poste à Yaoundé se posent avec une inquiétude croissante. Et pour y répondre, observons deux phénomènes qui, pris séparément, pourraient sembler anodins. Mais pris ensemble, ils dessinent un tableau d'une cohérence troublante. Premier phénomène, l'invisibilité croissante du chef de l'État. Paul Biya est de moins en moins visible. Ses apparitions publiques, autrefois régulières, sont devenues des événements. Quand le président du Cameroun apparaît dans l'espace public, c'est désormais, et les mots ne sont pas trop forts, un événement médiatique. Les photographes se mobilisent. Les caméras tournent. La presse nationale et internationale prend note. Comme si voir le président de la République s'apparentait à une apparition rare, précieuse, qu'il fallait documenter avec soin. Et pour combler ce vide, pour maintenir l'illusion d'une présidence active et vigoureuse, que se passe-t-il? Des décrets. Des décrets présidentiels. Réguliers, soigneusement mis en scène lors de leur lecture publique. Des décrets qui nomment, qui révoquent, qui réorganisent. Des décrets qui rappellent à ceux qui pourraient l'oublier qu'il existe bien, quelque part, un président qui gouverne. Mais voilà le paradoxe. Ces décrets, au lieu de rassurer, semblent de plus en plus produire l'effet inverse chez les observateurs avertis. Parce que la forme finit par trahir le fond. Parce qu'un président qui gouverne réellement n'a pas besoin de multiplier les signaux de son existence. Deuxième phénomène, les images du cercle intime. Depuis quelque temps, des images privées du chef de l'État circulent avec une fréquence inhabituelle. Des images de l'intimité présidentielle. Des moments de vie familiale soigneusement capturés et, semble-t-il, tout aussi soigneusement disséminés dans l'espace médiatique. On y voit Paul Biya dans des situations ordinaires. Humaines. Accessibles. On le voit souffler les bougies d'un anniversaire. On le voit dans une causette familiale. Et puis, lors du défilé du 20 mai, la fête de l'unité nationale, moment solennel s'il en est, on a pu observer la première dame, Chantal Biya, prodiguant des gestes d'une familiarité certaine. Des caresses sur la tête du chef de l'État, en plein défilé officiel. Pour certains observateurs, ces images sont le signe d'une communication bienveillante. L'effort de montrer un président humain, proche, accessible. Pour d'autres, et notamment pour les sémiologues, ces spécialistes du signe et de l'image, ces mêmes images racontent une toute autre histoire. Elles posent une question que personne ne formule ouvertement mais que tout le monde entend, est-ce là l'image d'un homme qui dirige?
Où est-ce l'image d'un homme que l'on dirige? La nuance est énorme. Et elle est au cœur de tout ce qui suit. Car voici ce que certaines sources, proches des milieux politiques yaoundéens, rapportent. Avec toutes les réserves d'usage. Avec toute la prudence que commande le traitement d'une information non vérifiable officiellement. Il existerait, dans l'entourage immédiat du chef de l'État, un personnage désigné dans certains cercles par le surnom évocateur de « vice-dieu » qui aurait progressivement étendu son influence jusqu'à occuper un espace décisionnel considérable. Un personnage qui se comporterait, selon ces mêmes sources, en enfant gâté. Celui à qui tout est permis. Celui dont les humeurs font et défont les équilibres politiques. Celui devant qui même les plus anciens barons du régime baissent les yeux. Et c'est ce personnage qui, toujours selon ces rumeurs non confirmées, aurait pesé de tout son poids pour bloquer la composition du nouveau gouvernement. Pourquoi? Pour quels intérêts? Au nom de quelle vision politique? C'est là où le mystère s'épaissit. Et c'est là où une autre force entre en jeu. Partie 4. Analyse satirique, les fossoyeurs repus de la République. Permettez-moi maintenant de prendre un peu de recul. De regarder cette situation avec les yeux de l'analyste. Mais aussi avec l'âme du satiriste camerounais. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ce que nous décrivons depuis le début de cette vidéo, ce n'est pas une simple crise politique. Ce n'est pas un simple retard administratif. Ce n'est pas le président qui prend son temps pour composer une équipe équilibrée et compétente. Non. Ce que nous décrivons, c'est le spectacle navrant, ahurissant, presque surréaliste d'un État otage de ses propres courtisans. Voilà un pays, le Cameroun, qui regorge de talent. Un pays avec des ingénieurs de classe mondiale, des économistes brillants formés dans les meilleures universités, des technocrates aguerris, des femmes et des hommes qui brûlent d'envie de mettre leur énergie au service de la nation. Un pays qui fait face à des défis colossaux, la crise anglophone à l'ouest, l'insécurité au nord, le chômage des jeunes, l'inflation galopante, des infrastructures qui peinent à suivre la croissance démographique. Ce pays-là attend un gouvernement depuis 6 mois. Non pas parce que les solutions manquent. Non pas parce que les compétences font défaut. Mais parce que des individus, confortablement installés dans leurs privilèges, refusent de laisser la place. Parce que certains membres du cercle intime sont tellement repus de leurs avantages qu'ils préfèrent bloquer la machine plutôt que de risquer de la voir repartir sans eux. C'est ça, la vérité. Dur à avaler, mais c'est ça. Et cette vérité nous amène à parler d'un autre groupe. Celui que certains initiés désignent, dans les couloirs feutrés du pouvoir camerounais, comme les gardiens du temple. Qui sont ces gardiens du temple? Ce sont, selon plusieurs sources, des hommes de l'ombre. Des acteurs discrets, souvent invisibles, mais dont l'influence sur les grandes décisions du régime est ancienne et profonde. Ce sont eux qui, lors des crises passées, ont su, dit-on, recadrer les dérapages. Remettre les pendules à l'heure. Rappeler que certaines lignes ne doivent pas être franchies. Non pas par idéalisme. Non pas par patriotisme romantique. Mais par pragmatisme froid, parce qu'un État qui s'effondre, c'est un système qui disparaît. Et eux, ils veulent que le système dure. Alors la question que tout le monde pose aujourd'hui, c'est, ces gardiens du temple vont-ils intervenir? Vont-ils siffler la fin de la récréation? Vont-ils mettre un terme à l'ivresse de ceux qui, dans leur arrogance, semblent avoir oublié que les palais aussi peuvent brûler? Selon certaines sources, et ici nous entrons vraiment dans le domaine du conditionnel le plus prudent, ces gardiens seraient aujourd'hui face à un dilemme. D'un côté, l'envie d'agir. De rétablir un semblant d'ordre. De rappeler au vice-dieu et à ses alliés que le pouvoir au Cameroun ne se privatise pas impunément. De l'autre, la crainte. La crainte que toute intervention ouverte ne déclenche une crise plus profonde encore. Une crise qui pourrait échapper à tout contrôle. Et pendant ce temps, le pays attend. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires, ceux qui se lèvent chaque matin pour aller travailler, ceux qui paient leurs impôts, ceux qui scolarisent leurs enfants avec les maigres économies de toute une vie, ces citoyens-là regardent, médusés, ce théâtre de l'absurde se dérouler au sommet de l'État. Il y a quelque chose de profondément injuste dans ce spectacle. Quelque chose qui devrait nous mettre en colère. Non pas une colère destructrice. Mais une colère civique. La colère saine de ceux qui comprennent que la politique n'est pas un jeu de salon réservé à quelques initiés. Que les décisions prises ou non prises dans les allées du pouvoir ont des conséquences réelles sur la vie de millions de personnes. Parce que pendant que des courtisans se disputent les portefeuilles ministériels,
des hôpitaux manquent de médicaments. Pendant que des clans se livrent une guerre d'influence feutrée, des routes restent impraticables. Pendant que des enfants gâtés du cercle intime font caprice sur caprice, des jeunes Camerounais talentueux et ambitieux continuent de prendre la route de l'exil, faute de perspective. Ce n'est pas une question de politique partisane. C'est une question de dignité nationale. Et maintenant, parlons d'un dernier élément. Peut-être le plus symbolique de tous. La réforme constitutionnelle. Ce poste de vice-président, introduit avec une certaine solennité dans la loi fondamentale. Cet acte politique présenté comme une modernisation, comme une preuve de la volonté de préparer l'avenir, est aujourd'hui, selon plusieurs analystes, devenu un boulet. Un poste vacant qui cristallise toutes les ambitions, toutes les frustrations, tous les calculs de succession. Parce que ce poste de vice-président, en contexte camerounais, n'est pas simplement un poste de second rang. C'est, potentiellement, une préfiguration. Un signal sur la direction que prend le régime. Une indication sur qui, demain, pourrait être en mesure de prendre les rênes. Et c'est précisément pour cette raison que personne ne veut lâcher. Personne ne veut céder. Parce que dans ce jeu-là, reculer d'un pas, c'est peut-être tomber dans l'abîme. Alors tout le monde se tient. Tout le monde s'observe. Tout le monde attend. Et le pays avec eux. Il y a un mot, en langue camerounaise populaire, pour décrire cette situation. On dit que les gens sont en train de faire le gnogno. Vous voyez ce que je veux dire. Ce jeu où chacun avance à petits pas calculés, sans jamais vraiment se compromettre, sans jamais vraiment s'exposer. Ce jeu où tout le monde fait semblant de ne pas voir ce que tout le monde voit. Mais le gnogno a ses limites. Et l'histoire politique africaine est pleine d'exemples de régimes qui ont cru pouvoir indéfiniment jouer à ce jeu, jusqu'au jour où la réalité les a rattrapés avec une brutalité que personne n'avait anticipée. Ce n'est ni un souhait, ni une prédiction. C'est simplement un rappel de ce que l'histoire enseigne à ceux qui veulent bien l'écouter. Conclusion. Alors, où en sommes-nous? Nous avons un pays doté d'un gouvernement qui date de 2019. Un septennat qui commence sans équipe gouvernementale renouvelée. Une réforme constitutionnelle qui crée un poste de vice-président toujours vacant. Un cercle intime tiraillé par des guerres d'influence. Des gardiens du temple tapis dans l'ombre, attendant peut-être leur heure. Et des millions de Camerounais qui, chaque jour, se demandent si leur pays est encore gouverné, vraiment gouverné ou simplement administré de l'inertie. Ce qui est en jeu ici dépasse la simple liste des ministres. Ce qui est en jeu, c'est la capacité d'un système politique à se renouveler. C'est la question de savoir si les institutions d'un pays peuvent fonctionner quand l'intérêt privé de quelques-uns étouffe l'intérêt public de tous. C'est la question, fondamentale, de la gouvernance. Et cette question-là ne se pose pas seulement au Cameroun. Elle se pose partout où des hommes et des femmes confondent le pouvoir qui leur a été confié avec un bien personnel qu'ils peuvent disposer à leur guise. Alors voici la question que je vous pose aujourd'hui, directement, à vous qui regardez cette vidéo. Combien de temps encore un peuple peut-il attendre avant que l'attente elle-même devienne un message politique? Répondez dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette analyse. Et si vous pensez que l'information libre et indépendante a de la valeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve très bientôt. Avec encore plus de vérité à décortiquer.